Cela s'est passé l'année dernière. Mon pote Jimmy est très impliqué et bien connecté dans la communauté musicale. Par communauté musicale, je fais plus précisément référence à la scène musicale dance/électronique tout au long de la côte Est, principalement au New Jersey et à New York. C'est en fait assez impressionnant ce que lui et son équipe ont réussi à accomplir en seulement 2 ans. L'idée générale est la suivante. Leur entreprise organise ce qu'ils appellent des événements dans des lieux très en vue, généralement le club ou l'espace festif le plus connu de la ville où ils se trouvent. Ensuite, ils externalisent les talents qui, soit dit en passant, sont généralement des DJ très connus et parfois presque célèbres. Je ne suis pas très impliquée ni très intéressée par ce milieu, donc je ne sais pas exactement qui ils ont fait venir pour se produire, mais je peux vous dire qu'il y a eu quelques grands noms dans le lot. Mais assez de contexte. Jimmy et moi, on se connaît depuis très longtemps. Je parle de plus de 20 ans. Je le connais en gros depuis toujours, et il a été mon meilleur ami pendant quasiment toute cette période. À cause de ça, il me laisse, ainsi qu'un tas d'autres amis de notre ville natale, assister gratuitement à ses spectacles et traîner avec les artistes dans la section VIP. C'est vraiment sympa, et c'est quelque chose pour lequel j'aimerais exprimer ma gratitude plus souvent. Jimmy devait organiser un énorme événement le week-end du 4 juillet sur la côte du New Jersey. Ça allait être leur plus gros jusqu'à présent, et tous nos amis communs allaient y assister. Jimmy m'a invité à venir plus tôt avec lui, et évidemment j'ai accepté. Nous avons fait le trajet d'1h30 à 2 avec notre autre ami Ryan, et nous nous sommes retrouvés sur le lieu de l'événement bien 4 heures avant l'ouverture des portes. Ryan et moi n'avions pas grand-chose à faire pendant que Jimmy et son équipe installaient tout. Alors nous avons décidé de prendre un peu d'avance sur la consommation d'alcool. Jimmy et son équipe avaient droit à autant d'alcool gratuit qu'ils voulaient, offert par le lieu, et Ryan et moi en avons clairement profité. Au moment où le premier DJ a commencé son set, Ryan et moi étions plus qu'un peu éméchés, pour le dire gentiment. C'était le week-end du 4 juillet après tout, alors nous avions l'impression que nos activités de dégénérés étaient justifiées. Quelques heures plus tard, Ryan et moi étions complètement bourrés. Honnêtement, je ne me souviens pas d'un moment depuis où j'étais aussi saoul, même de loin. Ne te méprends pas, Ryan et moi sommes des adultes, nous savons tenir l'alcool. Vomir, nous ridiculiser, ce n'était pas ça le problème. Le vrai problème, c'était simplement un manque de contrôle des impulsions et un mauvais sens des décisions. Mais quoi qu'il en soit, on passait un super moment, du moins d'après ce dont je me souviens. L'événement touchait à sa fin et on arrivait à ce moment de la nuit où il fallait soit savoir comment rentrer chez soi, soit avec qui on rentrait, voire les deux. Jimmy avait loué un Airbnb vraiment tout près et avait promis un lit à Ryan et à moi, donc le premier souci ne se posait pas. Le deuxième problème, en revanche, c'est ça qui me trottait dans la tête. Nous nous sommes dirigés en dansant vers le bar et avons commencé à parler à quelques filles que nous trouvions attirantes. Et très vite, nous avions compris avec qui nous allions passer le reste de la nuit. Aucun de nous n'est un mannequin Calvin Klein, mais nous faisons tous les deux plus d'1,80 m. Pour une raison quelconque, la grande majorité des mecs qui traînent autour de la côte du New Jersey sont généralement plus petits que la moyenne, donc être grand est un atout encore plus important que d'habitude. Et pour une raison quelconque, cela semble être le principal critère que recherchent la plupart des filles sur la côte du New Jersey. Ni le physique, ni la carrure, ni l'intelligence, mais la taille. Ne me demande pas pourquoi. L'esprit féminin du New Jersey reste quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre. Je vais probablement écorcher leurs prénoms, mais je suis presque sûre que les deux filles se sont présentées comme Gianna et Marcella. Notre rencontre avec elles coïncide avec le moment où ma capacité à me souvenir des événements avec précision commence à devenir un peu floue, donc il se peut qu'il y ait des trous dans l'histoire à partir de maintenant. D'après ce dont je me souviens, c'est en fait Marcella qui a proposé que nous partions tous ensemble pour continuer la fête ailleurs, ce que Ryan et moi n'allions certainement pas contester. Gianna nous a tendu un verre à chacun et a insisté pour que nous soyons à leur niveau avant de partir, même si nous avions probablement déjà absorbé l'équivalent liquide de son poids en alcool. Je sais que toute cette dynamique, des filles qui offrent des verres à des mecs, paraît un peu orthodoxe, et elle l'est. Mais ces filles étaient clairement riches vu la façon dont elles étaient habillées. Après avoir descendu les verres, nous avons commencé à nous diriger tous les quatre vers la sortie du lieu. Dès que nous avons mis un pied dehors, Marcella a proposé qu'on aille chez elle, qui était tout près et aussi juste en bord de plage. Quand elle a dit ça, j'ai été un peu surpris.
Je m'attendais complètement à ce qu'on rentre à notre Airbnb, étant donné que d'habitude, ce sont les mecs qui accueillent dans ce genre de situation. Mais les deux filles ont insisté en disant que la maison de plage de Marcella était sans aucun doute plus sympa que n'importe quel Airbnb dans les terres qu'on avait trouvé pour la nuit. Elles n'avaient pas tort, donc je n'ai pas protesté, et Ryan non plus. Nous avons marché le long de la plage en parlant tout le temps. Les filles semblaient vraiment intelligentes et cultivées d'après les conversations que nous avons eues. Et je me souviens avoir trouvé ça tellement rafraîchissant de parler enfin d'autre chose que de la vie nocturne et des conneries habituelles que j'ai l'habitude d'aborder avec les filles. Pas seulement avec les filles, mais avec les gens bourrés en général. À un moment, je me suis même sentie un peu gênée d'être aussi ivre, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer correctement et de passer pour un idiot. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en fait encore plus saoule qu'il y a 15 minutes. Mais ce n'était pas une ivresse à laquelle j'étais habituée. J'avais l'impression que mon corps fondait sous son propre poids, comme si j'allais m'écrouler d'un instant à l'autre sans pouvoir me contrôler. Mes jambes semblaient molles, presque en carton si cela a du sens. Bouger mes membres, ma bouche, même mes yeux devenaient de plus en plus difficiles. Et il y a eu un moment où mes extrémités ont commencé à s'engourdir un peu. Mais ensuite, aussi vite que cette sensation était apparue, elle laissa place à une ivresse plus classique, du moins pour le moment. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés à la maison de plage. C'était dingue! Je suis probablement en train d'exagérer parce que j'étais tellement saoule, mais cela ressemblait exactement à ce que j'imagine être la maison de plage d'un athlète professionnel. Nous sommes entrés et après avoir enlevé nos chaussures, nous nous sommes retrouvés dans ce que je suppose être un salon. Je dis « je suppose » parce que le niveau de luxe à l'intérieur était tellement étranger à tout ce dont j'ai l'habitude. C'était décoratif, mais d'une certaine manière minimaliste. Même ces deux descriptions sont contradictoires. Il y avait, au sens propre du terme, des sculptures sur des socles, mais l'endroit ne paraissait ni encombré ni trop ostentatoire, et tout ce qui était exposé semblait se fondre dans les murs, comme si cela faisait simplement partie intégrante de la pièce. J'aurais aimé avoir la présence d'esprit de prendre une photo, mais encore une fois, mon esprit était ailleurs. Visiblement celui de Ryan aussi, car moins de 15 minutes après avoir mis les pieds dans la maison, lui et Marcella avaient disparu quelque part dans ce labyrinthe, me laissant seule avec Diana. Elle s'est penchée pour m'embrasser, et c'est la dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance. Non pas qu'elle m'embrasse, mais qu'elle se penche pour m'embrasser. C'est là que tout s'arrête. Je ne me souviens pas m'être sentie à nouveau étourdie, ni avoir bu davantage, ni avoir fait quoi que ce soit d'autre. Mais il y a un énorme trou dans ma mémoire qui couvre plusieurs heures et qui ne revient pas quoi que je fasse. Et le pire, c'est que je sais que je ne me suis pas évanouie, car il y a des messages envoyés depuis mon téléphone qui prouvent que j'étais encore conscient. Il y a une preuve numérique que j'étais lucide, mais je n'en garde aucun souvenir. Et avant que tu ne dises que j'ai simplement perdu connaissance à cause de l'alcool, cette fois-ci, c'était différent. Il est très rare que je perde totalement la mémoire, mais toutes les fois où cela m'est arrivé, je pouvais tout de même me souvenir de quelques bribes de la soirée, des instants épars ici et là, suffisamment pour reconstituer au minimum une séquence cohérente d'événements. Garde en tête que, lors de ces autres fois, j'étais aussi bien plus ivre que ce soir-là, ce qui est une autre raison pour laquelle je pense qu'un simple trou noir ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. En plus, Ryan a vécu exactement la même chose, pratiquement au même moment, ce qui est beaucoup trop précis pour être une coïncidence. Voici la prochaine chose dont je me souviens. Me réveiller avec le soleil directement au-dessus de ma tête, dans un buisson au hasard, à plus d'1 heure de l'endroit où avait eu lieu l'événement. Quelque chose que je ne savais pas encore, car mon téléphone n'était pas dans ma poche. En fait, il n'y avait absolument rien dans ma poche. Mon portefeuille et mes clés avaient disparu. Mais le pire, c'est que ce n'était même pas ma poche à l'origine. Je portais les vêtements de quelqu'un d'autre, et pas ceux de Ryan, ceux d'un parfait inconnu. Le seul objet personnel qu'il me restait était ma paire de chaussures, et même elle était dans un sale état. Les lacets avaient été retirés et elles étaient complètement trempées. Ma tête me faisait un mal de chien et tout semblait désorienté, comme si je me réveillais d'une anesthésie. Je ne me suis même pas redressée tout de suite. Je suis simplement restée allongée à regarder le ciel pendant 1 minute, en essayant de comprendre où je me trouvais. Des buissons, les vêtements de quelqu'un d'autre, pas de portefeuille, pas de téléphone, pas de clé.
En voyant l'état de mes chaussures, on aurait dit que j'avais été dans l'eau récemment, mais je ne sentais ni l'eau salée ni le chlore. Le pire dans tout ça, c'était ce vide. Je ne me souvenais sincèrement plus de rien après le départ de Gianna. Comme je l'ai déjà dit, c'est à ce moment-là que la panique a commencé à s'installer. Je n'étais pas seulement en gueule de bois, j'avais peur. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivée là. Et si j'avais eu une bagarre ou un accident de voiture? Et si quelqu'un m'avait droguée? Je n'avais aucun repère sur les 10 dernières heures. Je me suis levée et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun point de repère autour de moi. Ça ne ressemblait pas à une ville côtière, ce qui m'a encore plus effrayée. La route devant moi ne faisait que serpenter à travers davantage d'arbres, mais juste de l'autre côté de la rue, à peut-être quelques centaines de pieds, se trouvait un 7-Eleven. C'était sincèrement la seule chose visible, alors je m'y suis dirigée directement. J'ai demandé au gars derrière le comptoir si je pouvais utiliser son téléphone, en lui disant que le mien avait été volé. Il m'a regardé pendant 1 seconde, probablement en train de se demander si j'essayais de l'arnaquer. Mais puis il l'a fait glisser sur le comptoir. Le premier numéro qui m'est venu à l'esprit était celui de ma sœur. C'était le seul, avec ceux de ma mère et de mon père, que je connaissais encore par cœur. Et il était hors de question que j'appelle mes parents. Ma sœur a décroché tout de suite et j'ai essayé de lui expliquer les choses du mieux que je pouvais. Elle a fini par me donner le numéro de Ryan que j'ai appelé plusieurs fois sans succès. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander si ce qui m'était arrivé, lui était arrivé aussi, drogué, volé, abandonné dans des buissons au hasard à 1 heure de là. J'étais sur le point d'appeler la police quand, devinez quoi, Ryan entre dans le même 7-Eleven. On s'est juste regardé 1 seconde avant de se taper dans la main. Il m'a ensuite raconté sa version des faits et vous l'avez deviné, c'était la même histoire, quasiment mot pour mot. C'était la preuve qu'il nous fallait. Nous avons appelé la police en prenant soin de remercier chaleureusement l'employé du 7-Eleven. Quelques minutes plus tard, nous étions en train de raconter notre histoire à la police devant le magasin. Pour leur défense, ils ont d'abord pris tout ce que nous disions au sérieux. Mais plus nous avancions dans notre récit, plus leurs questions changeaient. Étiez-vous sûr de ne pas avoir simplement trop bu? Peut-être que nous étions éloignés et que nous nous étions évanouis quelque part? Ils ne nous accusaient pas directement, mais il était évident qu'ils n'étaient pas entièrement convaincus qu'un acte criminel avait eu lieu. Je leur ai dit qu'il était peu probable que nous ayons erré ivres jusqu'à une ville située à 1 heure de marche, et je ne pense pas qu'ils aient apprécié cette remarque. Je leur ai donné le numéro de ma sœur et leur ai demandé de l'appeler. Elle suivait déjà mon téléphone grâce à l'application Localiser mon iPhone. À notre grande surprise à tous, mon téléphone apparaissait au milieu d'un parking à quelques minutes en voiture. Les agents ont accepté de nous y conduire et effectivement, nos 2 téléphones étaient posés par terre, l'un à côté de l'autre. Même si c'était un soulagement de récupérer mon téléphone, cela ne faisait que renforcer la théorie des policiers selon laquelle nous avions simplement été ivres. Ils ont commencé à dire qu'il était probable que nous n'avions même pas été volés, que nous avions perdu nos portefeuilles de la même manière que nous avions perdu nos téléphones. Nous avons essayé de convaincre les policiers d'aller voir la maison où Marcella nous avait emmenés, celle qu'elle disait être la sienne, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils nous ont dit que nous étions probablement simplement trop ivres et que nous ne nous souvenions pas des choses correctement. L'un d'eux a même dit « ça arrive plus souvent que vous ne le pensez ». Puis nous ont donné leur carte et nous ont dit d'appeler si quelque chose nous revenait en mémoire. C'était en fait choquant de voir à quel point ils étaient réticents à nous mettre en contact avec d'autres agents susceptibles de nous aider. Ils nous ont dit de trouver un moyen de rentrer chez nous puisque nos téléphones étaient encore chargés. Puis ils sont simplement partis. Une fois qu'ils furent partis, j'ai regardé mon téléphone pour la première fois et les choses sont devenues encore plus étranges. Il y avait des messages envoyés de ma part à tout un tas de personnes que je connaissais. Jimmy, mes parents, quelques collègues, même des filles avec qui j'avais discuté. Des choses qui paraissaient parfaitement normales. Des choses que j'aurais pu dire si j'avais réellement passé une soirée calme et cohérente. Les messages semblaient véritablement écrits par moi. Mais d'un point de vue de continuité, ils n'avaient aucun sens une fois considérés dans leur ensemble. Un message à Jimmy le remerciait pour la soirée et disait que nous avions dormi chez un pote. Un autre, à mon père, disait que nous étions en sécurité et que nous avions trouvé un canapé où dormir.
Il y en avait un autre, adressé à une fille avec qui j'échangeais des messages, qui disait simplement quelque chose de banal, comme quoi je traînais à la maison en pensant à elle. Aucun de ces messages n'avait de sens et ils se contredisaient presque tous. Je me suis rendu compte que j'avais plein d'appels manqués et de messages de Jimmy, alors je l'ai appelé. Il avait l'air soulagé d'avoir de mes nouvelles, disant qu'il avait cru que Ryan et moi étions morts ou quelque chose du genre. Il nous a dit de ne pas bouger, qu'il viendrait nous chercher. En attendant, Ryan et moi avons annulé toutes nos cartes. Mais chose intéressante, aucune d'elles n'avait été utilisée malgré le fait probable qu'elles avaient été en possession de ces filles pendant plusieurs heures. Pendant tout le trajet du retour, nous avons parlé sans arrêt de ce qui aurait pu se passer. Rien n'avait de sens. Oui, nous avions été drogués, cela c'était évident. Mais cela n'expliquait pas tout. D'abord, je ne connais aucun type de drogue du genre GHB qui ait ces effets-là, comme une perte totale de mémoire. Tout ce que j'ai lu disait que ces drogues te faisaient simplement t'endormir. Mais encore une fois, j'étais conscient, comme le confirment les messages. En plus, pourquoi se donner autant de mal juste pour voler 2 gars au hasard? Surtout si c'est pour ne même pas essayer d'utiliser leur carte bancaire. 2 types qui sont venus vers vous en plus, et dans un endroit aussi risqué, votre propre maison. Ou bien était-ce une maison dans laquelle elle s'était introduite? Les 2 options étaient tout aussi risquées. Jimmy pensait que nous avions été ciblés, mais comme je viens de le dire, c'est nous qui avions abordé les filles, donc nous n'avions pas pu être visés à l'avance. Et tout cela sans même parler du comment ni du pourquoi nous nous sommes retrouvés miraculeusement dans une ville inconnue à 1 heure de route portant les vêtements de quelqu'un d'autre. Aussi fou que cela puisse paraître, Ryan et moi avons vérifié s'il y avait des incisions sur notre corps, en pensant qu'on nous avait peut-être prélevé des organes, mais il n'y avait rien. Jimmy a suggéré qu'elle nous avait peut-être juste donné des drogues exotiques, ce qui est plausible, j'imagine. Mais quelqu'un nous avait conduits dans cette ville, et quelqu'un d'autre que ces filles avait échangé ses vêtements avec les nôtres. Nous n'avons jamais eu de réponse, mais ce n'est pas pour autant que nous avons oublié toute cette histoire. Ryan et moi avons fini par refaire toute la route jusqu'au bord de mer, juste pour essayer de retrouver cette maison. Nous avons fait de notre mieux pour retracer nos pas, en nous disant que si nous marchions simplement le long de la promenade, nous finirions par retrouver la maison, puisqu'elle était sur la plage. Et en effet, nous l'avons retrouvée. Nous sommes montés tous les 2 jusqu'à l'entrée et avons sonné à la porte. Un homme plus âgé a ouvert et nous a demandé ce que nous voulions. C'est moi qui ai parlé. Ne voulant pas en dire trop ni risquer de m'incriminer, je lui ai simplement demandé si une fille nommée Marcella vivait ici ou s'il avait une fille ou une petite fille de notre âge. Il m'a répondu un non catégorique. Alors j'ai inventé une histoire bidon sur une fille qui aurait menti en disant qu'elle possédait cette maison, ce qu'il a trouvé plutôt drôle. Et voilà, c'était fini. Je mentirais si je disais que je ne suis pas repartie de cette maison avec une sensation de malaise profond dans le ventre. Je ne pourrais même pas appeler ça de la peur. Juste un malaise écœurant, comme si quelque chose de vraiment horrible nous était arrivé, à mon ami et moi, cette nuit-là, et que je n'en découvrirais jamais la vérité. Pendant longtemps après, j'étais convaincue que ces filles étaient impliquées dans quelque chose de bien plus grand que tout ce que Ryan ou moi pouvions même imaginer. Peut-être qu'elles avaient prévu de nous kidnapper ou de nous tuer, puis qu'elles avaient décidé à la dernière seconde de ne pas aller jusqu'au bout, pour une raison quelconque. Je sais que je n'aurai jamais de réponse, mais s'il se passe autre chose, je ferai en sorte d'en parler. Je m'appelle Ariel et je vis en Géorgie, pas très loin de la frontière avec l'Alabama. Il y a plusieurs étés, j'ai fait le trajet jusqu'à une petite ville de l'Alabama pour un barbecue du 4 juillet organisé par mon amie d'université, Isabelle. Un de ces rassemblements dans un jardin avec des assiettes en carton, des feux d'artifice de contrebande et bien trop de nourriture. C'était l'une des meilleures soirées que j'avais passées depuis un moment. Des gens sympas, une bonne ambiance, des enfants courant partout avec des cierges magiques, ce genre d'atmosphère. Je ne suis partie qu'un peu après 10 heures, ce qui, avec le recul, était probablement ma première erreur. Cette région de l'État devient vraiment silencieuse une fois le soleil couché. Le trajet de retour allait durer un peu plus de 2 heures. La plupart de la route se faisait par des chemins secondaires, de longues portions vides de routes sombres à 2 voies, bordées de chaque côté par d'épaisses rangées d'arbres. De temps en temps, je passais devant une vieille ferme ou une minuscule église avec un parking en gravier, mais pour l'essentiel, ce n'était que de l'obscurité et encore plus d'obscurité. J'avais de la musique en fond, à bas volume, et j'étais encore de bonne humeur après la fête. Mais je ne vais pas mentir,
Il y a quelque chose dans le fait de traverser des endroits comme ça la nuit qui me met mal à l'aise, même quand il n'y a aucune vraie raison d'avoir peur. J'ai toujours eu un peu peur du noir, donc j'imagine que ça joue aussi un rôle. Environ une demi-heure plus tard, j'ai remarqué une paire de phares dans mon rétroviseur. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis dit que quelqu'un d'autre avait simplement pris la même route secondaire. Mais plus il restait là, plus je commençais à y prêter attention. C'était une Nissan Altima grise. Rien d'inhabituel, sauf que la moitié inférieure de la voiture semblait couverte de boue, comme si elle avait roulé à travers un champ. Je pouvais la voir clairement chaque fois que nous passions sous un de ces lampadaires à une petite intersection. Même là, ce n'était pas si étrange en soi, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que peu importe si j'accélérais ou ralentissais, cette voiture me suivait exactement au même rythme. Au début, j'ai pensé que ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Alors j'ai accéléré un peu, peut-être de 5 ou 10 miles à l'heure au-dessus de ce que je faisais avant, mais l'Altima a fait pareil. Alors j'ai plutôt appuyé légèrement sur les freins et je me suis laissé ralentir bien en dessous de la limite. Encore une fois, même résultat. La distance entre nous ne changeait jamais. Maintenant, il faut savoir que sur ce genre de route, les gens se doublent tout le temps. Ce n'est même pas illégal à la plupart des endroits. Je me suis décalée légèrement vers la droite à 2 ou 3 reprises pour bien montrer que je laissais la place s'ils voulaient doubler. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés exactement là où ils étaient, à environ 6 ou 7 longueurs de voiture derrière. C'est là que j'ai décidé de les tester. Un tournant à gauche arrivait bientôt. C'était une petite route résidentielle apparemment, avec peut-être 4 maisons éparpillées de chaque côté. J'ai pris le tournant sans la moindre hésitation. Je voulais m'éloigner le plus possible de cette voiture. Mais environ 10 secondes plus tard, la voiture a réellement quitté la route principale et a pris exactement le même virage à gauche au milieu de nulle part. Il y avait 0% de chance qu'ils aient quelque chose à faire sur cette route. À ce moment-là, je savais avec certitude qu'ils me suivaient. Ce n'était même plus discutable. J'ai eu une sensation vraiment affreuse dans le ventre, comme si j'étais en réel danger. Pour autant que je sache, c'était probablement le cas. À ce moment-là, mon cœur battait dans ma poitrine, comme s'il y avait une arme pointée sur ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la comparaison la plus simple qui me vient à l'esprit. Je me sentais juste tellement impuissante, seule au milieu de nulle part. Je n'avais aucune idée de ce que cette personne voulait, ni pourquoi elle m'avait prise pour cible. Mais aucune des raisons auxquelles je pouvais penser ne faisait autre chose que me terrifier. Je voulais juste arriver quelque part en sécurité, quelque part de public, avec de la lumière et des gens. Comme par hasard, j'ai entendu ce foutu signal sonore qui annonce que le réservoir est presque vide. Je jure devant Dieu, je ne me suis jamais sentie aussi impuissante. Ma voiture est vieille, c'est une Corolla de 2012 qui a connu plus que son lot de problèmes. Parfois, le témoin d'essence me laisse 20 miles, parfois j'ai de la chance d'en avoir 10. Et dans ce coin de l'État, il n'y a pas exactement une station-service à chaque coin de rue. J'ai sorti mon téléphone et cherché la station ouverte 24 heures sur 24 la plus proche. Elle se trouvait à un peu plus de 8 miles. Je ne savais pas si j'allais y arriver, mais je n'avais pas le choix. Je n'allais pas m'arrêter, pas avec cette voiture toujours collée derrière moi. J'ai pensé à appeler la police, mais j'ai eu l'impression que ce serait une perte de temps, si loin, au milieu de nulle part. Les flics, là-bas, mettent des années à arriver quelque part. Et une part de moi avait l'impression qu'appeler la police rendrait le danger plus réel. Je sais à quel point cela peut paraître irrationnel, et j'ai même un peu honte de l'écrire, mais j'essaie juste d'être le plus honnête possible sur ce que je ressentais. L'aiguille de l'essence est tombée sur vide quelques minutes plus tard, pas juste basse, vide. J'ai essayé de rester calme, mais je sentais la panique monter. Chaque petit bruit de la voiture semblait plus fort, la route paraissait plus longue. Je me sentais stupide d'être aussi impuissante, mais je ne savais pas quoi faire pour changer ça. Je savais que je n'allais pas atteindre la station-service. Des scénarios ont commencé à défiler dans ma tête sur ce qui se passerait une fois que ma voiture serait à court d'essence. Mais par un véritable miracle, j'ai enfin aperçu la lueur de l'enseigne de la station-service au loin. J'ai failli pleurer pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pris le virage brusquement et me suis engagée sur le parking en une seule manœuvre rapide pour me laisser un peu de temps pour sortir de la voiture et foncer à l'intérieur.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai sauté hors de la voiture et j'ai couru à l'intérieur, à peine le temps de refermer la portière derrière moi. Depuis l'intérieur, je pouvais voir l'Altima par la fenêtre. Elle s'est arrêtée lentement au bord du parking et est restée là pendant peut-être 10 secondes, moteur encore allumé. Personne n'est sorti, pourtant. C'était presque comme si la personne à l'intérieur hésitait à continuer de me poursuivre ou non. Et puis, sans prévenir, elle a redémarré en trombe et a disparu en reprenant la route par laquelle nous étions venus. J'ai raconté au gars de la station-service ce qui s'était passé et il a proposé d'appeler la police pour moi. Même après avoir parlé aux policiers, je me sentais encore très mal à l'aise. Je sais que ce n'est pas la chose la plus effrayante qui puisse arriver à quelqu'un, mais il n'y a aucune explication à ce qui m'est arrivé qui n'implique pas que la personne au volant de cette voiture avait des intentions malveillantes. Et ce sentiment de peur pure, j'espère ne plus jamais avoir à le revivre. Je suis rentrée chez moi et je me suis juré de ne plus jamais emprunter de route de campagne en pleine nuit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, quelque chose s'est produit qui m'a de nouveau glacé le sang. J'étais assis chez moi, je regardais les informations un soir, c'était juste du bruit de fond en réalité, quand un reportage est passé à propos de 2 hommes soupçonnés de vol à main armée, tentative de meurtre et d'une série d'autres crimes dans une zone rurale de l'Alabama. Ils ont montré une image floue provenant d'une caméra de surveillance et ont précisé que les autorités pensaient qu'ils s'étaient enfuis dans une Nissan Altima grise volée, aperçue pour la dernière fois en direction de l'Est. En entendant cela, je me suis figée. C'était lui qui m'avait suivi, je le savais au fond de moi. Il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était bien la même personne que celle qui m'avait suivi cette nuit-là, mais je vous jure, je l'ai senti. Le timing correspondait, l'endroit aussi, et la description de la voiture était pratiquement identique. J'ai immédiatement raconté mon histoire à la police, et c'est là que tout m'a vraiment frappée. Ma propre stupidité aurait pu empêcher l'arrestation de 2 hommes extrêmement dangereux. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas avoir appelé la police plus tôt, et c'est quelque chose auquel je pense encore assez souvent.